après, la ville est plus pour donc c'est pendant les Jeux, donc pendant ce marathon, pendant les épreuves, Est-ce que t'as le son? c'est aussi T'as du son ou pas? en termes d'organisation. Voilà, c'était important pour nous là aussi d'ouvrir les Jeux avec une cérémonie d'envergure à la France Ouais, mais on va grandir ça, on va grandir un peu. le dernier week-end, la dernière soirée. Je vais le streamer et là il sur la course à pied, sur ma préparation qui m'a vraiment ce week-end. Je commence ce week-end, sachant que j'ai arrêté le sport pendant un an en dernier pour des raisons professionnelles pour l'instant, en 20 ans, j'ai arrêté le sport en me disant c'est très compliqué, c'est pas aussi compliqué, j'ai pas tout d'argent, j'ai pas mis beaucoup en termes de vitesse, et donc ça va être intéressant de voir comment je repars dans le niveau quasi zéro et retrouver un nouveau marathon. Ce sera mon 24e marathon pour 2024. C'est complètement un hasard. Bravo. Donc là, ça fait des mois, c'est une photo mensongère. C'est moi qui faisais une création. Donc je ne remplis mon t-shirt d'époque. C'est une vraie photo de l'époque, mais je mets tout ça. Donc rendez-vous dimanche, parce qu'on va streamer une petite course, petite en termes de kilomètres. Commencer donc avec Joe. Puis après il y aura un semi, après il y aura le marathon de Paris sur l'unité internationale. L'idée c'est de vous faire vivre, si vous n'avez jamais connu l'intérieur d'une course, ce qu'est l'intérieur d'une course à pied, d'énergie, de plaisir, de douleur, de doux, de solidarité entre coureurs. Vous avez aussi des kilomètres de gens qui font mal, qui font mal, qui marchent. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez des coureurs qui font courage, qui tapent dans le dos, qui ont besoin de quelque chose. Donc c'est un à vivre. Et je me dis que tous les gens qui ne connaissent pas ça et qui ne font pas de course à pied, c'est bien de le faire. Allez, 20h, bonsoir à tous. Je pense que vous nous entendez bien. Si on a bien fait les tests, n'hésitez pas à réagir sur le Twitch. Très heureux de vous accueillir pour cette première séquence. Ça fait pratiquement 2 ans qu'on n'a pas diffusé quelque chose. La dernière fois, c'était pour Skip Top Gun. Salut Axel. Ça va? Bah écoute, super. Je suis en mode très heureux de vous revoir. Super plusieurs petites séquences. On a un petit programme assez chargé avec un retour sur notre vidéo de Angel a bien voulu nous monter Chill-Out 10 avec des images à couper le souffle, avec notamment quelques points particuliers sur lesquels vous avez beaucoup réagi et donc on va se débriefer tout ça ensemble. Ça va être une super heure ensemble à passer. Voilà, n'hésitez pas à nous dire si on vous entend bien. Voilà, on va ajuster, la musique est un peu trop fort, et ben, du coup on va la baisser un peu. De toute façon, le but c'est quand même qu'on vous entende. Et tiens, bonsoir à Benjamin que je vois en ligne, c'est cool, salut Benjamin. Donc normalement, n'hésitez pas à nous dire si les réglages sont corrects. Hein, on a fait ça un petit peu à l'artisanal. Hein. Comment c'est faire? Voilà, et alors qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Donc la Chill-Out 10. Bah oui. Voilà, la meilleure. Peut-être 2-3 mots sur nous de notre côté, nos parcours, qui on est, parce que peut-être que tout le monde ne nous connaît pas. Hein. Donc, Axel, je te laisse te présenter. Donc, tu as aussi le privilège de commander une flottille, mais tu as fait plein d'autres choses avant ça. Axel, écoute, moi, j'ai un parcours dans la chasse embarquée qui a débuté à l'arrivée à Landy en 2006. J'ai fait pas mal de super étendards, une petite dizaine d'années de super étendards. C'est pour ça qu'il y en a plein qui m'ont demandé pourquoi je portais encore ce patch-là. C'est parce que j'en ai fait 10 ans. Et ensuite, j'ai fait du Rafale Marine et j'ai eu la chance de commander la 12F entre 2017 et 2019. Et puis depuis 5 ans maintenant, je suis le chef des opérations à Landivisio. Et puis certains m'ont certainement croisé sur les meetings parce que je prends toujours beaucoup de plaisir à organiser les présentations de la chasse embarquée sur tous les meetings en France. Et ouais, c'est là on te voit souvent arpenter
les sentiers et les chemins sinueux des meetings. Il faut parfois un peu beaucoup de courage pour se retrouver avec des météos pas forcément toujours compatibles des programmes, mais ça c'est pas forcément ce qu'on maîtrise tout le temps. De mon côté, parcours assez similaire à Axel. Alors je porte pas de patch super étendard, mais j'en ai fait un petit peu aussi, hein. J'ai 94,4 heures de vol sur super étendard avant d'avoir basculé sur Rafale, à la 12F aussi, hein. Donc on porte aussi nos enseignes, nos anciennes gloires avec alors on les fait plus aujourd'hui, hein, ces petits t-shirts là. Donc de Rafale depuis 2008 pour ma part. J'ai plus de 2000 heures aujourd'hui sur la machine. J'ai commandé une flottille, on était en même temps commandant sur la période 2018-2019, c'est ça? Non, 2019-2020. Non, 2018-2019. Moi, j'ai commandé en Ça 2017. fait 17-19, moi j'ai fait 18-20. Un petit passage en état-major, parce que des fois il faut bien passer par ça aussi. Et puis là actuellement, je suis second de la base de l'Andivisio, donc Axel et moi on se voit tous les jours. C'est ça. Et en plus on vole aussi, notamment au profit des plus jeunes, pour former un peu la bleusaille et puis surtout les forces vives de demain. Donc voilà, puis alors restez bien connectés avec nous parce que une fois le débriefing fini, on aura quelques petites annonces à vous faire parce que on a quelques plans pour vous aussi pour vous permettre de vivre un peu un quotidien avec nous. Surtout, c'est quelque chose qui se veut évidemment collaboratif, interactif. Donc réagissez sur le chat, posez vos questions en fonction de ce que vous voyez sur les séquences. Et puis on tâchera au maximum de répondre à vos questions et de faire en sorte que ce soit un moment le plus passionnant possible. Et avec ce qu'on a à vous proposer, ça devrait pas être trop compliqué. Voilà, allez, sans plus attendre, on va propose de basculer un petit peu en mode plus convivial avec les images. Alors je sais pas si elles s'affichent. Hop. Petit souci dans la régie. Qu'est-ce qui se passe? Ah, problème technique. N'hésite pas à combler Axel pendant que je reste ce problème-là. Les aléas du direct pour ceux qui croyaient que c'était filmé d'avance. Ce soir, ce qu'on vous a proposé, parce qu'on a eu pas mal de questions sur comment sont fabriqués les chill-out, avec quelles images, d'où viennent-elles. On a même des questions très techniques sur les paramètres de vol, donc on va essayer d'y répondre le mieux qu'on peut. Oui. C'est ça le but, hein, c'est donc poser vos questions. Il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a que des questions qu'on n'aura pas posées, donc allez-y, feu patate. On va vous donner quelques clés pour comprendre les images. Voilà. Sachez que de toute façon, toutes ces images-là, nous, on n'est pas des caméramans. On fait toujours ces images-là lors de missions. Il n'y a aucune mission spécialement dédiée pour faire des images. Donc, on prend souvent des GoPro en vol et puis on ramène des images. Des fois, on a des trucs super. Ouais. Ça finit dans le chill-out. Et puis, la plupart du temps, on a des trucs un peu standards. Et on les vide et puis on en fera d'autres au prochain vol. Oui. Donc finalement, c'est des images qui sont complètement représentatives de ce qu'on vit sur le porte-avions, autour du porte-avions, en vol, avec nos amis de la 4F, nos amis américains. Voilà, c'est quelque chose qu'on vit tous les jours. Ouais, et alors on va en profiter pour faire un petit clin d'œil à Angel, qui est celui qui est l'artisan de la synthèse que vous voyez à chaque fois. Merci à lui parce que ce qu'il nous propose avec le montage notamment sonore, avec les choix des bandes sonores qui font un carton avec ces chill-out, hein. Donc on a passé le million de vues sur la dernière en 3 semaines. Là, c'est quand même assez intéressant. On sent son travail à lui qui nous harcèle pour qu'on emmène des GoPro des fois dans des missions un peu complexes. On n'a pas trop envie de s'embêter avec un objet dans le cockpit. Et en plus, il faut lui à chaque fois le sécuriser dans un coin particulier. C'est très cadré tout ça, donc ça demande beaucoup de préparation aussi en amont. Et donc lui, il est là aussi pour nous tirer la manche et puis penser à nous peut-être de prendre quelques secondes dans le vol pour mieux calibrer la caméra et faire en sorte qu'on récupère les meilleures vidéos possibles. Ouais, j'ai vu une question là passer très intéressante. Évidemment, on fait le tri dans les images qu'on ramène parce que il y a de la confidentialité parfois. Et si on s'aperçoit qu'on a filmé quelque chose qui doit pas être diffusé, eh bien on le supprime. En fait, toutes les images sont d'abord visionnées par des responsables à la fois pilote, opération et puis de la communication pour être sûr qu'on va rien diffuser de secret. Donc
Là, c'est vraiment de la vidéo plaisir. Il n'y a jamais de secret sur ce qu'on vous diffuse. Euh, et deuxième question que j'ai vu passer, non, on ne s'en sert pas pour débriefer. On a d'autres moyens pour débriefer les vols sur Rafale, évidemment. On fait un débriefing extrêmement sérieux avec le matériel euh, qui est à bord du Rafale. Et ces vidéos-là, elles servent juste à se faire plaisir après coup. Et souvent, on les regarde bien après. Parce que d'abord, on fait la mission, on débriefe la mission. Et puis, quand on aura le temps, on regardera les vidéos qu'on a ramenées, quoi. C'est vraiment pas notre priorité. Ouais, clairement. C'est pour ça qu'il y a aussi, il faut être indulgent avec nous, pas mal de temps entre chaque vidéo, parce que forcément, c'est pas notre cœur de domaine, on n'est pas là pour communiquer H24, on n'a pas la même force de frappe qu'une boîte de prod, même si celles-ci peuvent des fois nous envier un peu notre milieu, parce que forcément, les vidéos, les images qu'on récolte, elles sont quand même assez hors du commun. Et donc, merci à Hervé Knight qui nous dit longue vie au support GoPro certifié 9G. Je vous garantis qu'on a eu quelques gags, et elles vieillissent plus vite avec nous qu'avec n'importe qui d'autre, je pense. Voilà. Donc, Je te propose de lancer. bon, voilà, on va lancer, on va faire ça tranquillement, puis on va commenter tout ça en direct. Une chill out, ça commence toujours par le porte-avions, hein. Musique d'ambiance, pour se préparer. Qu'est-ce qu'on voit? On voit là, c'est le walk, c'est l'heure du walk, Ouais. c'est aller aux avions. Voilà. Vous voyez là tous les gens qui sont autour du Hawkeye là, qui est en train de mettre en route. En fait, ils forment une ligne de sécurité. Vous voyez, ils sont tous tournés vers l'avion. Et le pilote de chasse, lui, qui va vers son avion de chasse, il passe pas à travers cette ligne de sécurité. Voilà, c'est vraiment chacun fait attention à l'autre. Sur le pont du porte-avions, on dit toujours que c'est l'endroit le plus dangereux du monde. Voilà. Et à la mise en route, c'est particulièrement le cas parce qu'il y a l'hélicoptère qui met en route et qui décolle, le Hawkeye qui va mettre en route et partir avant tous les chasseurs évidemment, et puis après il y a la mise en route de tous les chasseurs les uns après les autres à l'arrière du pont d'envol. Ouais, exactement. Donc ça, c'est la petite séquence où on voit finalement les dernières personnes avant de quitter le pont d'envol, dont notamment celui qui va nous accompagner, qui nous salue là, avec qui on va donner tous nos médias de vol, parce que en fait cet avion est bourré de technologie, et notamment les petites disquettes, PCMCIA, que sais-je, qu'on va insérer dans l'avion. Et donc c'est des dernières personnes qu'on verra avant de quitter le pont. C'est toujours un moment un peu particulier, surtout quand c'est des missions opérationnelles. Voilà, et donc là, c'est la séquence de catapulta. Alors, On y c'est un était petit là, tous arrêt les sur deux. image, on était Ah, tous on y les était, deux, c'était- sacré manip. Alors, Voilà. effectivement, c'est des images, je fais un arrêt sur image là, c'est super net. Voilà. Si vous les avez comptés, ils sont combien sur le pont, ces avions? Ils sont 30. 30 avions. On a fait ça en 2019, il me semble. 2019. Et donc, c'était pour aller au Kappa Max du porte-avions. Alors, ça va bien évidemment au-delà de l'aspect de la simple communication. C'est aussi pour tester grandeur nature les spécificités du porte-avions. Et à une époque où on venait juste de passer en tour Rafale, c'était l'occasion de voir quels étaient concrètement les avantages et aussi les contraintes avec lesquelles il fallait composer. Puisque vous voyez bien que le parking il est un peu rempli, là on se croirait sur le périph' parisien à 8h du mat. Donc voilà, une petite opération qui a bien marché, qui a prouvé que tout cela fonctionnait de façon harmonieuse. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, c'est que ouais, c'est bien de mettre 30 avions, mais surtout que ces 30 avions là, ils sont disponibles pour partir en vol immédiatement. Oui. Vu qu'ils sont tous arrivés en appontant et ils sont tous sur la partie au bout de la catapulte. Donc en fait, sur notre parc marine nationale, les 30 avions étaient disponibles tous au même moment. Plus les deux Hawkeye, plus le Caïman, plus un Dauphin. Et oui, et donc là, forcément, c'est les grands moments hein, quand on a les séquences comme ça avec ce qu'on appelle des pontées très, c'est quasiment enchaîné à ce stade-là, hein, parce que imaginez catapulter 30 aéronefs, là, c'est même à 30 secondes d'intervalle, ça fait quand même un quart d'heure où on passe notre temps à catapulter des avions. Donc voilà, c'est un savoir-faire qui est assez unique. D'ailleurs, on peut en profiter pour préciser que à ce stade, le porte-avions Charles de Gaulle est quand même le seul en France, ça c'est une certitude, mais c'est aussi le seul en Europe, en tout cas avec la configuration brin d'arrêt et catapulte. Dit catobar pour les puristes, et ce qui fait de nous avec le groupe aéronaval, que ce soit les avions et les bateaux et les sous-marins, une capacité de frappe assez hors norme, mais pas que de frappe puisqu'on fait aussi d'autres missions, notamment dans le domaine du renseignement, mais ça c'est une autre histoire. Alors j'en profite là pour répondre à une question là, que je vois passer. Pourquoi on ne voit pas souvent des images vues à travers le HUD?
Bien souvent parce que il y a un problème de confidentialité. Parce qu'évidemment, le HUD nous sert à tirer, hein, globalement, désigner des cibles, savoir sur qui on tire. Et souvent, il y a beaucoup trop d'informations qui sont classifiées. Donc c'est pour ça qu'on ne voit pas trop à travers le HUD. Généralement, qu'on va plutôt faire des images extérieures à travers juste la verrière. Ouais. Ouais, ça c'est toujours délicat de trouver un équilibre entre ce qu'on peut vous montrer dans une vidéo et puis ce qu'on aimerait et ce qu'on peut. Voilà, donc il faut toujours faire un choix cornélien, mais je pense que l'essentiel est là. Voilà, donc on continue. Donc avec les séquences à l'arrivée, là c'est les missions au retour. On a nos officiers d'appontage qui sont là évidemment pour nous aider avec toutes ces séquences à couper le souffle aussi quand on finit dans les bretelles, où on s'arrête en combien un peu moins de 3 secondes sur 97 mètres 50 très C'est précisément. ça. C'est toujours des moments assez intenses, hein. On laisse de l'adrénaline, de l'influx, du physique, et puis voilà. Après, bah, c'est Voilà, là, voilà, il est en position nounou, là, vous voyez, à l'arrière, là. Si tu peux revenir voilà, quelques secondes en arrière. Voilà, là, ouais, on a un pilote qui est dans son avion, qui paraît à partir en mission. Donc il est en configuration nounou, donc ravitailleur, et il reste en alerte sur le pont. C'est-à-dire que si l'appontage se passe bien, ben, il reste sur le pont et puis à la fin de la mission, il coupera ses moteurs et puis il rentrera en salle d'alerte. Et s'il y a besoin de lui, eh bien, en moins de 5 minutes, eh bien, il est en vol et il peut aller ravitailler des avions qui auraient besoin de carburant supplémentaire. Et donc pendant toute la phase d'appontage, bah, lui il est là et il observe tous ses copains en train d'apponter. C'est assez sympa cette position ouais, de jour. De nuit, c'est ouais. un peu plus impressionnant encore. Ouais, c'est un peu plus flippant, ouais, Ouais. parce on a des fois des illusions sensorielles, on sait pas trop où ça se situe parce que faut imaginer qu'on est une masse grise au milieu d'une masse grise qui est l'eau, et puis des fois il fait nuit très 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 noire, pas de lune, qu'il n'y a plus que les feux, on voit plus que les feux des avions et éventuellement les crépitements, les étincelles de la crosse qui touche le pont d'envol. Donc on est officier d'appontage malgré nous dans cette position-là, c'est toujours assez rigolo. Et puis alors pour quand on est connecté comme ça et qu'on est en alerte, on est souvent avec le prise de parc branché sur l'avion, ce qui fait qu'on a la situation tactique qu'on peut suivre. Et si on est sur le réseau de liaison de données, et ben on peut suivre aussi les avions et puis surveiller leur carburant, voilà, jouer notre rôle aussi au sol pour aussi se préparer mentalement à secourir quelqu'un si jamais il devait être en mauvaise passe avec du pétrole, ben, avec le boarding rate qu'on a, donc la fréquence d'appontage qu'on arrive à avoir, notamment avec l'aide du Rafale, eh bien, ça permet aussi de minimiser l'emploi de la nounou. Donc c'est toujours des moments qui sont super marquants. Et en tout cas, c'est une des premières missions aussi pour les équipiers opérationnels. Oui, c'est ça, c'est une des premières missions qu'on effectue à bord du porte-avions. Une fois qu'on est confirmé à l'appontage, eh bien, c'est d'être dans la nounou. Voilà. Et donc on me pose une question entre nous, différence entre nounou et super nounou. Eh bien, la nounou, elle a une quantité de carburant. La super nounou, elle a une capacité de carburant supplémentaire parce qu'on lui rajoute encore d'autres bidons. Voilà. On va dire, usuellement, on utilise la nounou. On utilise la super nounou pour des missions vraiment particulières où il faudrait aller encore plus loin. Voilà, ça arrive régulièrement, mais c'est pas quotidien. Non. Tiens, j'en profite sur une autre question. Ouais, il y a quelqu'un qui a reconnu la tête d'un pilote qu'il a déjà vu effectivement en interview. Voilà. Et oui, effectivement, vous l'avez déjà vu. Alors, on ne dira pas son nom, non. problème de confidentialité. D'ailleurs, parenthèse sur la confidentialité, parce que on aimerait aussi pouvoir peut-être dans ces lives vous proposer des têtes un peu moins connues pour partager. Bon, le problème c'est qu'on est sous le sceau du secret aussi pour les unités dites opérationnelles, donc la 11, la 12, la 17. Axel et moi, on est un peu plus des vieux grigous dans ce domaine-là, donc on n'est plus catalogué dans les unités dites opérationnelles, même si demain on a besoin de nous, bon, on sera là, il n'y a pas de souci. Voilà, donc ça c'est des histoires de confidentialité et on en profite aussi pour communiquer auprès de vous et passer des moments avec vous et vous partager notre passion aujourd'hui. Alors, les questions arrivent en fur et à mesure, on va continuer pour avoir toujours un peu de flux quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici? Donc c'est doucement la fin de la séquence. Porte-avions. C'est un porte-avions. Quelques questions techniques. Beau coucher de soleil sur une catapulte avec de la vapeur, parce qu'on a encore
un porte-avions avec de la vapeur. Le prochain sera avec des e-mols, des catapultes électromagnétiques. Donc ces scènes-là, on ne les aura plus d'ici quelques années. Enfin, il va falloir encore attendre une petite vingtaine d'années. Et voilà. Et là, on part dans le cœur du sujet de la chill out avec quelques séquences assez magiques. Alors, il y a quelqu'un qui parlait du pilotage en visibilité là Ouais. tout à l'heure. On va essayer de retrouver la question. Alors oui, on fait aussi du pilotage en visibilité, hein. Évidemment, ça apparaît un peu moins dans les chill out parce que c'est quand même moins sympa à la GoPro, hein, une fois qu'on est Oui. dans les nuages. Voilà, on s'entraîne. Tu vois, par exemple, moi, aujourd'hui, je suis allé m'entraîner sur Falcon 10. Et oui, je suis allé à Limoges aujourd'hui en Falcon 10 pour m'entraîner au pilotage sans visibilité. C'est aussi une des facettes de la chasse embarquée, c'est qu'on a l'escadrille 57S à Landévisio qui a des Falcon 10 et qui servent principalement à notre entraînement. Voilà, on fait un entraînement au minimum annuel pour un contrôle de compétences sur le vol aux instruments sur Falcon. Pourquoi sur Falcon? Parce que vous l'avez vu, le Rafale Marine, il est monoplace, et pour avoir un moniteur avec soi, il faut un avion au minimum biplace, et donc c'est le Falcon 10 pour nous. Voilà, donc c'est un challenge hein, tous les ans de repasser sa qualif. Voilà, il faut être bon en IFR, et c'est jamais gagné. Non, c'est clair. Mais alors, déjà, c'est sympa de voler sur un type d'avion. Oui. Falcon, la gamme Falcon, c'est toujours un plaisir de voler sur cette machine-là, même si effectivement, bon, c'est pas les mêmes sensations que le Rafale, mais au moins on a un copain avec qui discuter à droite, et c'est souvent des anciens de chez nous qui arrivent en fin de parcours, et puis avant de partir dans un autre monde happé par la vie civile, ils finissent leur carrière sur Falcon. Alors le Falcon fait aussi du transport de VIP, hein, parce que on a besoin aussi de déplacer l'autorité de ci, de là, au gré des injonctions de nos états-majors pour remplir ces missions-là. Mais principalement, en fait, c'est vraiment un avion de complément, ce qu'on appelle un avion de complément, qui nous permet, comme l'a très bien dit Axel, de faire nos heures et de voler plus en sécurité avec notamment les normes DGAC en tête pour voler en IFR, et particulièrement quand on doit se dérouter, vous l'aurez compris. Et vu qu'on parlait des anciens, et bien là, parfaite séquence. Avec cet avion que vous avez certainement reconnu, un Dash de la sécurité civile. Bien, il est venu à Landévisio, lui, pour aussi s'entraîner à faire du vol aux instruments. Et bien, le commandant de bord, c'est un ancien marin. Alors, on peut le citer. Oh oui. Goudek, hein, Goudek. voilà, Goudek, si tu nous regardes ce m'entends, soir. Salut. Voilà, et bien on en a profité pour faire un petit vol conjoint. C'est toujours intéressant aussi d'aller intercepter un avion différent pour nos missions. Et donc là, c'est l'occasion. Comme ça, on peut combiner l'entraînement du Dash avec notre entraînement, et finalement, on est win-win. Et en plus, voler avec des anciens leaders de la chasse embarquée qui maintenant volent pour la sécurité civile, c'est super. Ça nous rapproche, et puis on reste dans la même famille. Ouais, puis c'est toujours sympa. Alors, c'est la meute, hein, la chasse embarquée. Et puis on continue la vidéo. Alors, juste, il y a des questions sur le Rafale B de l'armée de l'air. Pourquoi on vole pas avec eux? Déjà parce que c'est des avions qui appartiennent à l'armée de l'air. Alors, c'est le même Rafale hein, dans l'absolu. Maintenant, eux, ils ont aussi leurs contraintes. Il faut savoir que nos pilotes, une partie de nos pilotes commencent ab initio sur Rafale B. Avant à Saint-Dizier, maintenant c'est à Mont-de-Marsan. Ça permet de dégrossir et appréhender au mieux le cockpit du Rafale en vol. Pour autant, l'entretien et les qualifications sur aux instruments, ça on peut le faire que chez nous à Landévisio, et donc le Falcon est là pour ça. Voilà, et donc aujourd'hui Godec c'est aussi un spécialiste de l'IFR, hein, parce qu'il éteint des feux, mais voilà. Et en l'occurrence, il est venu s'entraîner, faire une mission IFR d'entraînement l'hiver, parce que c'est là où ils ont moins d'activité, on le comprend, hein, les feux c'est forcément l'été. Et donc il en a profité pour revenir les copains. Et c'est toujours sympa de et vu qu'ils sont basés à Nîmes, ils trouvent plus de nuages à Landévisio qu'à Nîmes. C'est sûr que pour faire de l'IFR dans le sud, faut se lever de bonne heure. Voilà, allez, on continue la séquence. J'espère que vous entendez bien la musique aussi. Alors, petit coucher de soleil avec des images aussi prises de nuit. Et là, on arrive sur le cœur du sujet. Alors, qu'est-ce que c'est, Axel? Qu'est-ce que c'est? Alors là, des images que vous avez certainement jamais vues. Et ça, c'est grâce au CEPA. Alors, CEPA, Centre d'expérimentation pratique de l'aéronautique navale. Alors ça, c'est une unité très spéciale hein, qui est... alors la base est à Hyères, la partie chasse de ce centre d'expérimentation est à Istres,
Et eh bien eux, ils font des expérimentations. Donc ils vont tester des nouveaux programmes, des nouveaux armements avant qu'on puisse les utiliser dans les unités. Et là, pour étudier ces armes, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé un petit compartiment sur la dérive pour pouvoir enregistrer des images différentes. Voilà. Donc c'est bien, encore une fois, c'est pas juste pour se faire plaisir, c'est parce qu'il y avait bien une utilité pratique et directe de voir le départ des missiles, des bombes directement depuis le haut de l'avion. Voilà. Et donc là, toutes ces images-là, elles sont pas, voilà, elles sont faites dans le cadre d'une expérimentation. Ouais, et puis alors, on voit bien alors c'est du coup, on rejoint l'utile à l'agréable, hein, ou l'agréable à l'utile comme on veut. Mais c'est vrai qu'on voit du coup les traînées. Là, le profil de vol à ce moment-là, eh bien, t'en as parlé. Euh, Là, je crois qu'il fait du très bas, très vite. Ouais, il fait très, très, très vite. Et l'idée, c'est de voir un peu comment. Alors, évidemment, la GoPro, on l'aura compris, comme l'a dit Axel, elle n'est pas scotchée à l'arrière, parce qu'à ces vitesses-là, elle ne le ferait pas. Mais le profil de vol, là, c'est du 750 nœuds, on est à Mach 1.2 et c'est à 1000 pieds. Voilà, donc c'est pour tester aussi plus que le transonique. D'ailleurs, on voit les cônes de Mach et puis les traînées là, qui viennent faire de la concentration de vapeur alors c'est pas un cône de Mach, hein, puisque le Mach là pour le coup il est derrière un Mach 1.2 et donc on a aussi les vortex en bout du canard et puis une légère petite houppette nuageuse sur le cockpit. En vol c'est toujours assez rigolo de voir ça. Hop là. Donc là, ils ont testé d'abord, là, ce jour-là, il fallait tester la caméra. Ouais. Parce que la caméra, à Mach 1.2, il y a de la température, il y a de la pression sur la vitre. Voilà, il fallait être sûr qu'elle tienne le choc. Donc c'était vraiment le but de l'expérimentation. Nos amis de la 4F, Ah bah oui. la belle flottille de Hawkeye, plus ancienne flottille de l'aéronautique navale. Et ça, si on peut faire juste une pause, j'ai vu passer une question là tout à l'heure sur est-ce qu'on peut ravitailler. Oui, alors il y a les nounous, évidemment, dans l'aéronautique navale. Donc la nounou, c'est bien le Rafale qui joue le ravitailleur. Mais quand on fait des missions en coalition, eh bien, on peut aller ravitailler sur des avions ravitailleurs dédiés. Là, on a un A330 MRTT de l'armée de l'air et de l'espace, mais on peut régulièrement aller ravitailler sur des avions américains quand on est en mission opérationnelle de la coalition. ou de la coalition. Voilà, mais alors c'est souvent américain. Moi j'ai ravitaillé beaucoup sur les Allemands. Ah, oui, ça chacun son. Parfois, j'ai fait aussi avec les Australiens. Voilà. Voilà, on peut le faire avec pas mal de nations parce qu'on est complètement interopérable. C'est-à-dire que le système de ravitaillement dans les pays de l'OTAN, en tout cas, est commun. Donc on peut ravitailler sur pas mal d'avions différents. Donc là, ça devait être lors d'un exercice international. Pendant le transit vers une zone d'exercice, eh bien voilà, il y a le 330 MRTT qui nous ravitaille pour qu'on puisse aller un petit peu plus loin. Et oui, donc là, c'était dans quel cadre on a fait cette mission-là là, c'était un entraînement chef de patrouille. Entraînement chef de patrouille, c'est apprendre à maîtriser. Alors une fois qu'on a passé la qualif opérationnelle, équipier opérationnel, on commence à passer devant, devenir leader. Donc sous-chef de patrouille dans un premier temps, puis chef de patrouille, sous-chef de patrouille 2 avions. Dit une patrouille légère et puis 4 avions jusqu'à 6 voire plus patrouille simple et là en l'occurrence c'est toute une séquence qu'on fait derrière le ravitailleur avec comme vous le voyez dans cette configuration là 2 paniers à l'arrière ce qui permet d'optimiser la séquence et puis de passer le moins de temps derrière le ravito parce que c'est pas une mission en soi, pour autant ça y concourt, c'est un peu comme l'appontage. Et là on a aussi plein de vidéos sympas dans d'autres chill out où on voit des séquences où on rentre dans le panier pour vous donner un petit peu une idée de la complexité de cette manœuvre pour laquelle il faut pratiquer pour être à l'aise. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Un petit peu de voltige à crépus. Et là, on revient sur les séquences. Alors, qu'est-ce qu'on avait ici?
C'était pour tester la prise de facteur de charge sur l'aile, en fait, notamment alors on voit l'augmentation de la dépression sur l'extrado, mais l'idée c'était pareil pour tester cette caméra dans la dérive du Spectra. Il s'agissait bien évidemment dans cette séquence-là, de tester un peu plus le facteur de charge pour voir comment ça tenait, s'il dégringolait pas, s'il n'y avait pas des fixations supplémentaires à mettre. Voilà, une petite barrique en manœuvre. Voilà. Vous avez mis UMRTT, hein. Alors, je pense que c'est pas la Grèce au fond, hein. Non, on reconnaît un peu, hein. On reconnaît un petit peu, ouais. On dirait un peu le sud de la France, hein. Magnifique. Alors bah tiens, justement, on me pose la question, est-ce que la plupart des images sont au-dessus de la France? On va dire oui. Oui, en majeure partie. Alors souvent au-dessus de la mer quand même, hein. Mais donc ça peut être partout finalement au-dessus de la mer. Mais oui, en principe on prend ces vidéos-là évidemment pendant les missions d'entraînement, donc la plupart du temps au départ de Landy ou alors qu'on est dans le sud de la France ou lors d'un exercice international. Hop, encore le Hawkeye, un peu de fatrouille serrée en formation, donc à 4 avions, donc formation classique, et puis encore un peu de vol en patrouille serrée, un petit peu plus loin, par Crépu. C'est toujours des vols qui sont sympas là, les collages de nuit, et alors ça je pense que c'est le plaisir de beaucoup d'entre nous quand on décolle Crépu comme ça. C'est un des seuls pouvoirs qu'on a par rapport aux effets de la nature, on va dire, c'est de se faire relever le soleil. Ouais. Et ouais. C'est un jeu une expérience qu'il faut faire au moins une fois dans sa vie. C'est on décolle juste au coucher du soleil et on monte face à l'ouest, supersonique, le plus rapidement possible, en montant. Et là, le soleil, on a l'impression qu'il se relève. Ouais. On le remonte dans l'horizon. Donc c'est une expérience qu'il faut faire au moins une fois dans sa vie. Ouais. Chasseur et poète. C'est ça. Voilà. Exactement. Ouais, c'est des super séquences tout ça. Ces petits moments de plaisir qu'il faut aussi remporter avec soi, parce que c'est des missions qui sont toujours intenses, hein. On décolle jamais pour s'amuser, hein. C'est pas l'aéroclub. Pour autant, ce que vous vivez dans le cockpit, ça vous appartient. Et les images avec lesquelles vous partirez, ce sont les vôtres. D'ailleurs, ces vidéos permettent aussi nous de se réimprégner de cette ambiance-là au quotidien. Nous, on ne vole plus trop de nuit, nous. Hein, ouais, on fait des lives sur Twitch. Ah ouais, on peut pas tout faire. On peut pas tout faire. Voilà, alors encore une autre séquence avec notre ami du CEPA sur le Rafale 30. J'ai déjà les questions clivantes pour vous, qui sont les meilleurs pilotes entre l'armée de l'air et la marine? Je ne répondrai pas. Et oui, les pilotes d'essai, tiens, ça on l'a pas dit, mais ils sont basés à Istres. Oui, effectivement. Alors on peut parler. Voilà, donc là, c'est nos amis pilotes d'essai. Donc les pilotes d'essai dans la marine sont d'abord des pilotes de combat avant tout, oui. Chefs de patrouille, et qui, à un moment, se portent volontaires pour devenir pilote d'essai. Et ils sont choisis. Et ils partent en formation donc à l'Epner, à Istres, comme tous les autres pilotes d'essai. Et ils ont vocation à d'abord être pilote d'essai, et puis à revenir dans la marine justement pour armer ces postes-là. On a vraiment besoin d'eux pour tester les nouveaux équipements, les nouveaux matériels, peut-être un jour un nouvel avion. Voilà. Donc on a un groupe comme ça qui évolue, et ils vont faire ça quelques années, pilote d'essai, et puis ils reviennent dans les flottilles de chasse. Et certains commandent derrière des flottilles de chasse. Oui. Donc en fait, ils font qu'un passage en tant que pilote d'essai. Alors justement, on parle de lui, je fais un petit arrêt sur l'image, là il y en a qui posent des questions sur les ASSP. Donc pour ceux qui ne savent pas, les ASSP, c'est les appontages simulés sur piste. Ça permet de préparer les pilotes à aller sur le porte-avions. Donc on a le porte-avions qui est redessiné sur la piste à l'Andivisio et qui nous permet de se réapproprier ce qu'on appelle cette carrière box pour savoir dans quel volume on va évoluer. Alors de toute façon, rien ne nous prépare suffisamment à atterrir sur une boîte d'allumettes comme le porte-avions en pleine mer. Voilà. Pour autant, effectivement, on va aussi se délocaliser pour optimiser nos entraînements, et actuellement on a une des flottilles qui est à Istres,
et qui va revenir très prochainement à Landy pour continuer les entraînements tactiques cette fois-ci. Alors je vois qu'il y a des connaisseurs aussi. Jay est aujourd'hui pilote d'essai. Bah oui, Jay, il est pilote d'essai. D'ailleurs, il est à Brest en ce moment. Salut Jay. Salut Jay. Je crois que tu es au resto en ce moment parce que tu pars au C100 demain, donc spécial dédicace si tu nous entends. Voilà, donc on a. C'est vraiment un truc assez fascinant, ce parcours qu'on fait quand on est pilote d'essai. Alors nous, on n'a pas la chance de l'être. En tout cas, on n'a pas tenté l'aventure. Nous, on est pilote de réussite. Bon. C'est facile. C'est facile, voilà. Non, mais c'est franchement l'interface idéale entre les programmes futurs et le lien avec les flottilles opérationnels qui nous permettent d'apporter les nouveaux standards. Actuellement, on est au standard F3R dans certaines flottilles, mais il y a le standard F4.1 qui est en train d'irriguer les flottilles progressivement. D'ailleurs, on vole tous les deux sur la F4. Ouais, super machine. Et donc, ces pilotes d'essai, ils sont très peu nombreux et ils font vraiment un travail très précieux, fondamental, pour nous permettre de s'approprier au plus vite toutes les nouvelles fonctionnalités qui sont qui vont équiper les futurs avions. Donc c'est un boulot en soi, c'est un boulot dans le boulot en fait. Et il y a une très bonne question. Pilote d'essai, ce n'est pas réservé aux officiers de carrière. Ah non. Voilà, il y a les deux. Voilà. Ça reste un concours. Hein, il faut être très bon. Oui. Il faut bien connaître ses maths. Hein. Ouais, et être passionné pour y arriver. Et c'est ouvert à la fois aux OSC comme aux officiers de carrière. Exactement. Et donc le pilote d'essai là, qui a fait ces images, là, les dernières images là, que vous avez vues depuis la dérive, ces images à niveau 500 Mach 1.6. Il a dit qu'il avait pris un bon plaisir quand même à les faire, hein, même si c'était dans le cadre d'une expérimentation. Faire du niveau 500 et Mach 1.6, c'est aussi une expérience. Voilà, là on est au niveau 500 et il testait la saturation face au soleil de la caméra pour vérifier que bien qu'on soit face au soleil, la caméra puisse toujours donner des images de qualité. Alors souvent, on voit des questions posées dans les chats. Alors je vois que le nombre de questions est en train d'augmenter là, c'est chouette, ça veut dire que vous êtes de plus en plus à réagir. Désolé si on n'arrive pas à tout suivre, parce qu'on reste sur des thématiques un peu choisies. Mais on va terminer sur cette séquence-là à haute altitude. Il y a une autre séquence qui arrive plus tard. Non, c'est la dernière séquence qu'on a sur le plan dérive. En fait, souvent, les gens nous demandent si vraiment c'est ce qu'on voit dans l'avion, parce qu'on a l'impression d'être dans l'espace. Alors, oui, il y a un effet arrondi avec la prise de GoPro, parce que forcément, ça déforme un peu. Pour autant, même si on ne perçoit pas dans l'avion autant de rotondité de la Terre, on la perçoit quand même un petit peu. Et surtout, et là, pour le coup, c'est assez fidèle, le ciel qui s'assombrit comme ça, c'est des vraies couleurs. En saturation de couleurs, c'est vraiment ça, parce qu'une fois qu'on passe un certain niveau de vol, le ciel est complètement pur aussi. Hein. On est vraiment toujours au-dessus des nuages, dans un univers très sec, et je trouve que le ciel change un petit peu de couleur à ce moment-là. On n'est pas encore au niveau de Thomas Pesquet quand même. Hein. Non. Là, Thomas Pesquet qu'on a eu la chance d'avoir en live en octobre. Alors, on a une annonce pour vous à la fin du Twitch. Restez en ligne parce que on va capitaliser sur des séquences VIP. Donc, on a quelques petites annonces assez tonitruantes à vous faire à la fin de ce live. Restez avec nous. J'en profite pour voir il y a une petite question à faire, une petite page recrutement, intérêt à rejoindre nos rangs. Il y avait une question sur la PM Aéro. Il y en a une qui va ouvrir à Landy très prochainement. Voilà. Oui. Donc à partir, normalement, si tout se passe bien, de l'été prochain. Donc PMM, hein, préparation militaire marine. Voilà. Tout simplement. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, passez une semaine en immersion, des week-ends pour spécifiquement vous orienter vos choix de carrière future et que vous voulez tester un peu notre milieu en conditions réelles. Je pense que c'est idéal de postuler pour ce type de dispositif. Il y en a déjà une à l'Envéoc, plutôt orientée hélico forcément, parce que c'est la base qui accueille les hélicos. Nous c'est plutôt la chasse. Alors évidemment vous n'apprendrez pas à voler sur Rafale en aussi peu de temps, mais au moins ça vous donnera un aperçu de tout ce que vous pouvez avoir accès comme différents métiers au sein de l'aéronautique navale, parce que c'est pas ça qui manque, mais ça sera l'objet d'autres lives sur d'autres thématiques. Allez, on continue. Ouais, on continue parce que un peu d'images. Des belles images. Exactement.
Voilà, donc les images à 50 000 pieds. L'âge minimum pour la PM, tiens, j'en profite, il me semble que c'est 16 ans. Ouais, ça doit être- Voilà, mais là pour le coup, n'hésitez pas à revenir sur le réseau Discord là-dessus. On fera des rétextes spécifiques là-dessus si vous le souhaitez. Pour nous, c'est une occasion en or de côtoyer aussi des plus jeunes et de les motiver à nous rejoindre. Et les places sont limitées, bah oui, forcément, on peut pas encadrer non plus quantité infinie de personnes. Donc n'hésitez pas à vous inscrire assez vite dès que ça apparaîtra. Voilà. Allez, une petite boucle face au soleil. Allez. Encore une fois, pour tester la caméra, voir sa réaction. Soleil dans le dos, soleil de face, vérifier la couleur, la distorsion de l'image. Voilà, le but était vraiment de vérifier son fonctionnement dans tout le domaine de vol. Alors, y a-t-il un objectif opérationnel au-dessus du sujet de cette caméra pour le pilote à l'avenir ou pas? Bonne question. L'objectif opérationnel, non, c'est vraiment dans le cadre des essais et des expérimentations. C'est d'avoir voir comment l'avion se comporte et les armes se comportent. Ce sera pas un modèle de série. C'est vraiment et c'est que uniquement sur l'avion. Tiens, on peut faire une petite pause là. Allez, pause. Allez, on parle 2 minutes encore une fois ravitaillement en vol. Allez, des belles images. c'est Donc quand fini ça, juste sur la caméra. Vraiment le but c'est de voler avec des pilotes d'essai. Oui. Voilà, uniquement. Voilà, là encore une belle image à 400 M qui peut nous ravitailler. Et puis voilà les avions de la 17F là parce que je reconnais les images, ravitailler copyright dessus. qui ravitaillent derrière. Et là on voit bien voilà toutes les traînées de condensation induites par la 400M. Voilà, donc là il y a bien la complémentarité des moyens de l'armée de l'air et puis non Rafale pour là dans le cadre d'une mission d'entraînement, mais qui pourrait demain être une mission opérationnelle. Exactement, alors, toujours dans des conditions de traînée particulières, là, au-dessus de la couche, avec les tourbillons. C'est toujours des images sympas, là. Quand on a ça, c'est toujours chouette à récupérer comme souvenir. Alors forcément, la difficulté là-dedans, c'est que le MRTT, le 400M, il n'a pas forcément les mêmes vitesses de croisière Non. que le MRTT ou d'autres C135. Donc ça complexifie un peu plus l'approche. Mais voilà, parce qu'on a un avion, nous, AL Delta, donc, qui aime les hautes vitesses et les faibles incidences pour bien voler. Et puis un avion de transport tactique qui, lui, vole un peu plus doucement, même si maintenant la 400M vole quand même bien plus vite que le vénérable Transal. Parce que moi, j'ai des bons souvenirs aussi en super étendard d'aller ravitailler derrière en Transal. Voilà, c'était à la limite du domaine de vol. Voilà, parce que plus l'avion s'alourdit avec le ravitaillement au vol, plus notre avion devient difficile à piloter et on va jusqu'au bout. Voilà, c'est les dernières minutes qui sont les plus difficiles dans le ravitaillement en vol. Ouais, là et puis surtout, il faut s'imaginer qu'on fait ces séquences-là en opération après déjà 2, 3, 4 heures, 5 heures dans les pattes, voire c'est déjà le 3e ravito. Et donc là, il faut faire preuve de concentration plus qu'à l'accoutumée parce que derrière, il faut encore se préparer pour l'appontage. Donc plein de séquences qu'il faut bien maîtriser bloc à bloc, mais c'est ce qui est super avec ce métier-là, c'est que finalement on apprend à maîtriser l'ensemble du domaine de vol de l'avion. Évidemment, ça se fait de façon très progressive, mais je crois qu'il n'y a pas un pilote qui reste pas ému une fois qu'on franchit les différents caps, soit le ravito, l'appontage de jour, l'appontage de nuit, toutes ces briques aéronautiques un peu spécifiques qui font de nous des acteurs de la projection de puissance, puisque le but du porte-avions c'est de faire de la projection de puissance, projeter les avions derrière les lignes des ennemis pour délivrer de l'armement, trouver du renseignement ou des missions affiliées. Et bien voilà, il faut maîtriser l'ensemble du spectre aéronautique pour pouvoir le faire en toute sécurité. Voilà. Mais bon, même si petite séquence émotion. Allez, poète. Allez, poète. Même si on va maîtriser à l'entraînement là toutes ces briques, comme tu l'as dit, le catapultage, le rassemblement, le ravitaillement en vol et l'appontage. La première fois où moi je suis allé en Afghanistan depuis le porte-avions, une émotion quand même. Une émotion, un stress parce que l'envie de bien faire. L'envie justement de bien empiler ces boîtes, montrer que j'étais capable de faire et que ce qu'on m'avait appris, j'allais m'en servir très correctement. Voilà, donc c'est ce qu'on demande, c'est la dernière couche en fait finalement du pilote de combat, c'est d'être capable de faire toutes ces actions simples et très bien à chaque fois, mais en plus résister au stress, à l'intensité de la mission, à l'enjeu.
Voilà, moi, c'est ce que j'ai ressenti. J'ai un souvenir très marquant de cette première mission en Afghanistan. Ouais. Tu l'avais faite depuis Depuis le porte-avions, le porte-avions. depuis le nord de l'océan Indien, on avait traversé tout le Pakistan pour aller en Afghanistan, faire une mission et puis rentrer dans le même sens. Voilà, j'ai 6 heures de super étendard dans les pattes. Voilà, l'appontage, bah, voilà, ça fait travailler. Et petit détail croustillant, ce que j'avais pas pensé, c'était la première fois que je faisais 6 heures en super étendard. Et quand je suis redescendu de l'avion sur le pont après l'appontage, eh bien j'avais plus de sang du tout dans les jambes. Parce que j'avais pas pensé que rester 6 heures assis dans l'avion, eh bien, mais sur un siège un petit peu rustique, j'allais couper complètement mes jambes, je vais pas m'en servir du tout, et que ça allait, j'ai failli tomber sur le pont parce que j'avais plus de jambes. Et donc après coup, je prenais sur les transits retour et avant l'appontage, j'avais pris l'habitude de bouger mes jambes dans l'avion pour me redynamiser un petit peu les jambes. Ouais, je sais pas comment tu faisais parce que pour le coup, moi je suis passé sur Rafale un peu plus vite. Et d'ailleurs, je pense on a fait nos premières missions opérationnelles au même moment, à Gap en 2010, hein, c'était ça. C'est ça. Ouais. Et ouais, indépendamment du vecteur, en fait, vous partez votre première mission opérationnelle avec tout de suite 6 heures, 3 ravitaux. Et puis 3 voire 4 parce que voire quatre, en ouais, super alors. étendard on n'avait pas beaucoup d'autonomie. Plutôt 4. Non, c'est un truc de dingue, c'est un truc qui reste dans vos mémoires, hein. Moi, je me rappelle très bien, j'ai fait mon premier vol le 1er décembre 2010. Voilà. Donc ça, c'était un moment qui vous marque quand vous avez, surtout qu'on avait quelques années de marine déjà dans les pattes, hein, avant de faire un premier vol opérationnel. Donc ça qu'on vient concrétiser un certain nombre d'années d'investissement, que vous soyez passé par le cursus EOPAN, par le cursus de l'école navale. Bon, ça, on va pas aller forcément sur les problématiques de recrutement, c'est pas l'objet, mais ça permet d'en glisser aussi un petit peu sur comment atteindre ce métier qui est particulier et tous ceux qui gravitent autour. Eh bien, forcément, c'est des formations qui sont longues parce que c'est des formations qui sont à haute technicité. Il faut maîtriser l'ensemble du spectre avant ça. Et forcément, quand vous arrivez, c'est un peu comme en compétition. C'est pareil. Le jour où vous avez la première compétition avec enjeu, c'est là où on se demande si on est vraiment capable de faire tout ça. Et ça se fait très bien. Ouais, on y arrive, hein, finalement. Ouais, la preuve, hein, voilà. Allez, on continue un petit peu. Voilà. Alors donc toujours les images avec la 400M. Alors ça, c'était une belle. Ah oh, tiens, Oui. celle-là. Belle image hein, pour dire au revoir à deux oui, illustres. 2 illustres membres de la chasse embarquée, Oui. amiraux tous les deux qui ont quitté la marine l'été dernier. Oui. Et pour leur dire au revoir, eh bien, on a fait un beau défilé. Oui. Avec pas mal de rafales. 10. Voilà, Oui, 10, voilà. Parce que c'était 2 personnes qui ont énormément compté, hein, qui, pour l'un, a été directeur des officiers d'appontage, commandant du groupe aérien. L'autre, eh bien, il a fait quoi? Il a commandé la 11F. Le porte-avions. Le porte-avions aussi. Voilà, donc des personnes qui ont vraiment compté dans l'histoire de la chasse embarquée. Et puis, vu qu'on est quand même très proches les uns des autres, même s'il y avait une différence de génération notable, parce que quand même on a dit au revoir à des amiraux, Oui. tout le monde est là pour un dernier salut avant de partir. Voilà, je crois qu'ils étaient tous les deux émus. Oui, avec un cadeau comme ça, puis en plus on avait un petit tour en avion à la fin, en Zéphyr, en Morane pour partir. Et non, c'était pas l'amiral Pierre Vendée qui est parti. Lui, il a présidé la cérémonie. Lulu, oui, c'était Lulu, oui, effectivement. Lulu et John. Voilà. Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est que tu l'as très bien dit, ils ont des parcours un peu différents, mais en fait, il y en a un qui est issu du recrutement EOPAN. Ouais, même il a commencé. Il a commencé Pilave. Ouais, c'est matelot, hein. Il a commencé matelot. Il a fini amiral. Ouais, il a fini amiral. Donc petite page de pub pour l'escalier social qui est la marine. Vous pouvez finir au haut de l'échelle en commençant par la plus basse. Alors bon, il faut dire que c'était un caractère quand même, une figure très charismatique, très connue, Lulu pour ceux qui le connaissent. C'est souvent les voix rauques et graves qu'on entend au micro dans les quelques vidéos de la chasse embarquée. Donc c'est vraiment une figure. Moi Lulu, c'est celui qui m'a remis mes ailes aux États-Unis, parce que quand j'étais élève, il était instructeur aux États-Unis. Voilà. Et puis il m'a également qualifié chef de patrouille.
quelques années après. Oui. Voilà, et ben comme quoi, tu vois, Donc ça, voilà, ça, c'est quelqu'un qui, voilà, moi, m'a marqué. qui compte pour nous tous et tout autant que John. Mais voilà, ce qui est super intéressant dans leur parcours, c'est qu'effectivement, vous avez deux façons d'arriver tout en haut de la hiérarchie de la marine en passant par des chemins qui sont complètement différents et opposés l'un à l'autre. Voilà, si ça peut vous inspirer pour la suite, c'est parce que carrière, c'est un projet, faut réfléchir. Je pense que beaucoup de jeunes ne voient que la partie pilotage, avion, mais en fait, associé à ça, il y a beaucoup d'autres responsabilités voilà, qui faut être assumées, qui doivent être assumées par les officiers que nous sommes. Et donc, ça nécessite aussi d'appréhender le métier dans sa globalité, plus que par le simple filtre du pilotage. Et comme ces images le montrent pas, c'était l'été. Hein. Oui, c'est ça. On était en Bretagne. C'était en 31 août. Ouais, je crois. Voilà. Voilà quelques images en PS. C'était la fin séquence émotion pour nos deux amiraux. Séquence de PS dans les nuages. Voilà, de la nounou, hein, vous voyez, là on voit bien le tuyau qui est sorti là, à l'arrière de la nounou. On est traîné après sur un vol de transit, pareil, direction le sud. Tiens, qu'est-ce qui fait pour vous le peps d'un pilote de chasse? Ah bah tiens, je pense qu'on a une petite transition sympa. Un autre ancien Oui. chez nous. Le peps d'un pilote de chasse. Bah, s'il y en a un qui a du peps, c'est lui qui est dans l'avion. Oui, hein. c'est lui, clair. lui, il a du peps. Hein. Et puis, ouais, MB 339, il est peut-être reconnu. Donc, avion mis en œuvre par les ETS qui nous sert de radar pour des missions d'entraînement. Radar, donc c'est ceux qui simulent des forces opposées pour des missions simples en général de combat aérien. Et puis, on a toujours des séquences où on vient se rassembler. Donc, Manu, pour ceux qui le connaissent, qui est dans ce cockpit. Voilà, ancien pilote de la chasse embarquée aussi, qui a fait principalement, il a fait quoi, de l'étendard 4P et du super étendard. Du super étendard, Ouais. il a fait du 4P, hein, et il faisait beaucoup de photos. Oui. Spécialiste de la photo, de l'époque. C'est-à-dire De que pour avoir une bonne focale et une bonne définition, il fallait voler bas, voire très bas. Très bas, très bas, très vite. Donc une grande expertise dans ce domaine-là. Et donc lui, il poursuit son rêve, toujours sur avion de chasse. Donc il y a quelques-uns d'entre nous aussi qui vont dans cette filière-là. On retrouve des anciens de l'armée de l'air et de l'espace, et puis des anciens de la marine qui vont proposer leur service sur des machines un peu plus anciennes, mais qui ont Bien. Voilà, c'est reparti. Hop là. Alors, je pense que vous nous entendez. Désolé. Alors, désolé. Si normalement vous m'entendez, mais vous ne me voyez pas trop. Alors, On est un peu figé là. Voilà, c'est moche. C'est très très moche. On a eu un crash en direct. Voilà, comme quoi. Technique. Technique. Alors, je vais réduire la tête là parce que en fait, on est tellement moche que voilà. Surtout moi. C'est bon pour le son, l'image Le son. Le son, c'est bon, mais l'image. Là, au moment où vous avez l'image de la vidéo, normalement, si tout se Ouais, passe parce bien. que finalement nos têtes, bon, À la limite, voilà, cadeau. Hein. La caméra freeze. Bon, allez, c'est cadeau la caméra, elle s'en remettra quand elle veut. Et donc, on disait quoi? et bien justement qu'on a des anciens qui continuent à voler, qui gardent le peps. Voler sur avion de chasse, en fait. Évidemment qu'on est dans un cockpit d'un avion de chasse, on y est par passion. Et certains poursuivent leur passion, même après une belle carrière dans la marine, et ils continuent à voler sur des avions de chasse. Eh oui. Bon, et ben, du coup, on va continuer comme ça. C'est très beau. Bon, voilà, moi je prends toujours un immense plaisir, hein, voler au-dessus de la mer. Je pense que c'est aussi pour ça que je suis heureux dans la marine, parce que voler au-dessus de la mer, vous voyez les images, les couleurs. On est entre deux mondes, entre le ciel et la mer. Moi j'adore voler à 100 pieds au-dessus de la mer. Bon, ça c'est parce que c'est mon histoire de pilote de super étendard, mais voilà, on voit les vagues, il y a tout le ciel au-dessus de nous. Quelques dizaines de secondes, on peut monter au niveau 500 en rafale. Donc c'est vraiment, voilà, c'est quelque chose de magique, rien que par les couleurs. Tiens, une petite image
de P51 Ouais. à Melun. Voilà, on arrive à monter ce genre de petites séquences très sympas là pendant les meetings aériens. Voilà, donc les meetings aériens, j'en dis 2 mots cette année? Où Allez, est-ce qu'on les va, meetings. où est-ce qu'on va se retrouver? On ouvre la page meeting. Allez, où est-ce qu'on va se retrouver cette année? Alors cette année, un petit peu moins de meetings que d'habitude parce que on a d'autres contraintes par ailleurs. Mais on se retrouvera au meeting de Gap. Ensuite, on se verra au meeting au Touquet, Paris-Plage. Puis fin août à Albert et évidemment à Morlaix 8 septembre. Voilà, donc c'est les quatre meetings où on fera des présentations en vol à 2 avions avec les Rafales. Et puis sinon, on fera quelques survols, évidemment le 14 juillet. On ira aussi en juin vers les plages du débarquement pour l'anniversaire. Et puis ça permet aussi de penser à tous ceux qui ont libéré la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Et on fera, comme on a l'habitude maintenant, un survol de la grille de départ aux 24 heures du Mans. Voilà. Et oui. Donc voilà, il y en a un peu pour tout le monde, un peu dans toutes les régions. Voilà, et donc on espère vous y retrouver, parce qu'on passe des bons moments là pendant les meetings aériens, c'est hyper sympa, on a le temps de discuter, de se rencontrer, de vous présenter nos avions, donc c'est super chouette. Alors, encore un petit coup de dash, voilà, parce que c'était un peu exceptionnel de voler avec un dash, donc Angel s'est fait plaisir à mettre du dash. Ah bah là, ouais. C'est pour faire plaisir à Woodec aussi. Et vous avez peut-être vu sur nos réseaux, alors on n'a pas diffusé sur YouTube celle-là, mais effectivement il y a la vraie version Inside Cockpit avec le départ du Rafale qui part en tonneau derrière pour venir en voir. C'est quand même un chouette moment. Alors on me pose la question, est-ce qu'il y aura une JPO à Landy cette année? Non, il n'y a pas de JPO à Landy. Ce qu'on fait, c'est qu'on s'exporte à Morlaix. Donc à Morlaix, qui est quand même vraiment proche de Landy, on amène tous les moyens de la Marine nationale pour faire un beau meeting. Pourquoi? Parce qu'on aime partager. Et on partagera ça avec nos amis de l'association Cocarde Marine qui font voler le Zéphyr, le Morane Paris, les MS 733. Voilà, donc on amènera évidemment des Rafales, du Hawkeye, on espère avoir des avions de patrouille maritime, mais aussi des hélicos. Les Cap 10, là, les Condors Acier qui font une belle démo là, tous les ans. Donc voilà, on sera vraiment dans tout ce que la Marine nationale peut offrir comme aéronef. Donc voilà, on espère que vous serez nombreux. Puis de toute façon, mi-septembre en Bretagne, il fait toujours beau. Donc ça va être un beau meeting. Alors, il y a 2 ans, il faisait un temps formidable. Donc n'hésitez pas. Non, ça va être vraiment un truc assez exceptionnel. On va accueillir ici des invités de prestige, mais ça sera pour un autre épisode dans lequel on aura un peu plus de détails. Voilà. Alors bon, on finit doucement la séquence et puis de toute façon, le temps passe vite avec vous. Ouais. Oui, donc il y en a qui me demandent, c'est bien Gap Tallard. C'est à Tallard, j'ai plus la date exactement en tête là, mais c'est au printemps. Voilà, on essaye de venir un petit peu aussi dans le sud-est de la France. Voilà, les avions ne se poseront pas à Gap parce qu'ils n'ont pas encore équipé la piste de brin d'arrêt à Gap. Donc on opérera depuis une base du sud et on fera quand même la démo à Gap au milieu des montagnes. Donc ce sera super sympa. Voilà. Que de beaux programmes. Voilà, donc l'hiver va être long, on vient de passer le mois de janvier. Mais la préparation pour les meetings va commencer à rentrer en action là. Et ça va nous permettre de donner, on l'espère, le meilleur plateau pour vous. Et puis vous voyez aussi la démo. Alors la démo, elle va pas forcément évoluer, c'est-à-dire non. ce qu'on sait faire de plus classique, qui est déjà assez impressionnant quand même. Oui. C'est très contenu. On renouvelle pas notre programme chaque année parce que on fait des choses qu'on sait faire. C'est pas notre métier de faire des présentations en vol, donc on fait des manœuvres qui sont des manœuvres un peu typiques de ce qu'on fait au quotidien. Par contre, les pilotes, on les renouvelle. Oui. C'est jamais les mêmes paires, voilà. Et donc, ils vont parfois réinterpréter un petit peu différemment, en fonction aussi de leur niveau d'entraînement et leur niveau d'aisance. Ils vont les réinterpréter un petit peu différemment. Et puis, ça dépend souvent de la météo. Oui. Parce qu'on s'adapte à la météo, à la luminosité, aux nuages. Et donc, elle paraît toujours un petit peu différente, cette présentation.
Et oui, et donc ça sera l'occasion de vous revoir aussi si vous avez l'occasion de vous déplacer sur les différents spots. Alors on les choisit avec parcimonie parce que bah, voilà, ça a été dit dans les commentaires, hein, notre mission c'est pas non plus de voler pour des démos exclusivement, hein. En fait, on transpose ce qu'on fait au quotidien dans nos missions opérationnelles dans une démo contenue, dans un timing limité. Et c'est ce qui fait aussi que pas mal de pilotes peuvent endosser cette responsabilité de faire une démo. Donc, il y a un peu de préparation quand même, que ce soit au simulateur, puis après derrière en vol. Et d'ailleurs, c'est une question aussi qu'on m'a régulièrement posée sur les meetings. J'en profite là pour répondre à tous. Beaucoup ont vu la vidéo avec la Bugatti et où on a fait une petite course, petit film, Bugatti et Rafale Marine, très sympa. Eh bien, sachez que on n'a fait aucun vol de Rafale spécialement pour ça. C'est-à-dire que dans toutes les images que vous pouvez voir dans cette petite vidéo, tous les avions décollaient pour aller faire une mission d'entraînement. Et en fait, c'est juste la Bugatti qui revenait au point de départ de la piste, et on a fait plusieurs prises évidemment sur une journée. Mais à chaque fois, on n'a pas fait de choses spécifiques. On avait évidemment préparé la mission comme une autre mission, mais les pilotes derrière, ils partaient en faire une mission d'entraînement. Donc c'était juste faire un petit coup de communication en faisant partir la Bugatti en même temps, mais c'est tout. Voilà. Et donc on fait, c'est notre façon de travailler dans la marine, c'est de faire des choses presque un peu à moindre coût et de profiter de toutes les opportunités pour faire soit des images, voilà, soit des présentations en vol quand on le peut, et on le fait plus qu'on peut, mais voilà, avec des moyens qui restent nos moyens et qu'on dédie principalement à l'entraînement. Voilà, chers amis, bah, du coup, j'espère que c'était un moment passionnant pour vous tous. En tout cas, nous on a pris beaucoup de plaisir à le faire. Un petit peu de com aussi pour vous dire que si vous voulez nous retrouver, bah, évidemment, c'est sur nos réseaux sociaux, Chasse Embarquée. Ça, pour le coup, vous le connaissez déjà. Si vous êtes arrivé jusqu'à chez nous sur Twitch, c'est qu'a priori, vous connaissez aussi tous nos réseaux. Mais la Chasse Embarquée, c'est aussi la Marine nationale, et surtout. Donc, la Marine nationale, vous pouvez nous retrouver sur la Marine Recrute. .fr pour chercher toutes les informations, notamment. Alors il y avait beaucoup de questions et je suis désolé, on essaye de suivre Axel et moi sur le chat. On voulait pas forcément orienter toujours la chose sur la partie recrutement, les formations. Ça, on fait des rétextes spécifiques. Là, on voulait plus axer nos propos sur la vidéo, la dernière vidéo. Donc on essaie de séquencer un peu tout ça. Faut pas hésiter à aller sur le Discord, hein. Exactement. Le Discord Chasse Embarquée, où il y a beaucoup de réponses, des questions qui ont déjà été posées. Puis si vous avez des nouvelles questions, allez-y, parce que on essaye d'y aller. Évidemment, la Chasse Embarquée répond, et puis il y a tout le groupe qui peut répondre avec toujours des bonnes réponses, hein. Il y en a qui ont, voilà, sur ce Discord, il y a énormément de matière. Donc allez-y, vous pouvez vous plonger dedans, vous allez trouver une réponse. Ouais, vous trouverez tout là-dessus, et pour ceux qui en doutent sur le Discord, alors notre métier c'est pas d'être sur Discord en permanence, néanmoins on a quand même une communauté de pilotes présente qui régulièrement passe dessus. Donc vous avez accès à des informations sur les différents salons qu'on a mis en place. C'est là où vous pouvez aller chercher toutes les informations qui vous intéressent pour embrasser une carrière de pilote, mais pas que, parce que derrière il y a aussi tout ce qui s'agrège autour du métier de pilote, que ce soit contrôleur, préparateur de mission, les mécaniciens. C'est surtout le nerf de la guerre pour nous, c'est de pouvoir avoir des avions qui marchent. Et donc tout le monde trouve son bonheur dans notre communauté, que vous soyez personnel navigant ou pas. Vous participez efficacement tant que vous êtes à la mission. Voilà, est-ce que tu voulais rajouter Non, parce que moi j'aime bien quand ça finit dans le timing aussi, hein. Ah bah timing, on avait dit 1 heure, tu vois, on est pas mal. On a juste eu ce défaut technique, bon voilà, on n'a pas non plus du matériel de professionnel, donc il faut pas nous en vouloir là-dessus, mais néanmoins je pense qu'on vous a offert un petit plateau sympa avec plein de petites anecdotes croustillantes. Il y en a plein d'autres, mais bon, le but c'est pas non plus tout dilapider en une seule fois. On pourrait tenir des heures comme ça, voilà, mais on ne vous oublie pas. On va continuer sur cette lancée. La prochaine séquence, qui devrait se confirmer prochainement, vous êtes les premiers à le savoir, ça sera le 13 février prochain avec une personne. Donc ça sera une séquence VIP au féminin. Je donne pas son nom, je vous laisse réfléchir à ça. Donc on a eu Thomas Pesquet au mois d'octobre. Super. C'était une super séquence. Je pense que tout le monde nous en reparle encore aujourd'hui. Oui, on essaie encore de le faire venir sur le porte-avions. Ça devrait prendre forme prochainement avec des vidéos super sympas. Non, ce n'est pas Sophie Adno. On change complètement de registre.
Mais je vous laisse réfléchir là-dessus. Puis, s'ils ont des bonnes idées, n'hésitez pas. Hein. Ah ouais, alors Allez, si vous avez des bonnes idées, des connaissances, c'est ça. d'autres personnes que vous voudriez voir discuter avec nous, échanger sur, même si c'est des professions, des passions qui sont diamétralement opposées aux nôtres, justement, l'idée c'est aussi d'aller un peu sur le facteur humain et de voir quels sont les points de connivence et Bien Sophie, le président. Bah le oui, président. bah évidemment, le président. Ouais, Yannick Pierre. Ouais, Alors, Yannick Pierre, c'est vrai. il est plutôt dans la logique Retex parce que pour le coup, lui, il est vraiment notre communauté. C'est Donc, ça. c'est, Mais le c'est président, partage il fort. n'est pas dans notre communauté. Non, c'est vrai. pas pour le coup, non. Voilà, donc on va arrêter là parce que tout le monde nous. Alors, Elodie de Passion Héros, ouais, c'est dans le Ouais. tube ça. Ouais, ça c'est Elodie, dans le ouais, tube. mais Elodie, vous Mm. elle commente hein, déjà aussi pour la Marine Oui. nationale. Oui. Les réservistes, elle commente Et- lors des meetings tous les avions de la Marine nationale. Donc Oui. elle fait partie du club, hein, déjà, chasse embarquée. Hein, Elodie. Ouais, complètement. Et donc, d'ailleurs, au prochain meeting, je ferai ce qui est prévu, c'est justement un commentaire en duo avec elle. Donc, on devrait faire ça tous les deux pour le meeting de Morlaix en septembre. Voilà. Donc, vous devriez revoir Elodie prochainement et de façon régulière Oui. chez nous. Voilà. Bon, voilà, on vous laisse réfléchir à tout ça. Normalement, on se revoit le 13 février prochain. A priori, même heure, mais suivez-nous sur les réseaux. Il y aura d'autres infos, mais on va monter en puissance là sur ces réseaux. Donc, continuez de nous suivre. Et puis, en tout cas, on vous souhaite une excellente soirée. Ouais, à bientôt. Et puis, prenez soin de vous. Au plaisir de vous revoir sur la fréquence. Ouais. Et puis plein gaz. Pour un gaz. Allez, salut. Ciao.